Du coup, Calais, effectivement, mort de 27 migrants. Je crois qu'il y a encore des morts qui sont retrouvés depuis Au Guardian, il cette... disait 31. Ouais, une trentaine de morts dans la Manche. Donc là, j'ai ici un article de Ouest France qui en parle, que je vous partage comme à mon habitude sur le chat. Non, la loutre, c'est hérétique. Oula, tu as bien changé, Lizzy. Mort de 27 migrants, donc même une trentaine maintenant dans la Manche. On redoutait cette catastrophe, réagit un sauveteur en mer. Ce mercredi 24 novembre, 27 migrants sont morts dans le naufrage de leur embarcation dans la Manche. Et on va voir de quel genre d'embarcation il s'agit et comment elles sont surchargées. C'est la plus grave catastrophe de ce type depuis que les traversées de migrants se sont généralisées en 2018. Gérard Baron, président de la station SNSM, c'est les sauveteurs en mer de Boulogne-sur-Mer, réagit après ce drame. Donc l'embarcation a fait naufrage dans la Manche au large de Calais. Selon le ministère de l'Intérieur, 27 personnes sont décédées, plus depuis. C'est la plus grave catastrophe depuis le début de la crise migratoire et des traversées de migrants dans le détroit du Pas-de-Calais. Oui, parce qu'ils sont de plus en plus nombreux. En fait, la France n'est que transitoire pour eux. Ce qu'ils cherchent, c'est à rejoindre le Royaume-Uni. Gérard Baron, président de la SNSM, a réagi une heure après avoir appris ce drame qu'il redoutait de longue date. D'après les premiers éléments dont il a eu écho, donc le canot SNSM a d'abord repêché 6 cadavres, mais plusieurs sources font état de plus de 20 morts. C'est un pêcheur qui a donné l'alerte au début d'après-midi. Il aurait aperçu plusieurs personnes flottantes, probablement des cadavres. Il a pu donner la position exacte au CROSS, Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage, et 3 ou 4 bateaux de sauvetage se sont rendus sur place. Ce qui laisse supposer que les migrants n'ont pas eu le temps de donner l'alerte eux-mêmes. Alors comment ça a pu se produire? C'est la catastrophe que eux craignaient depuis le début de la crise migratoire, d'après leurs mots. Les migrants prennent désormais la mer sur des embarcations, donc on en parlait, gonflables, que nous appelons IRB. Alors qu'est-ce que c'est les IRB? Ce sont des boudins flottants conçus pour le transport au maximum de 10 personnes. Est-ce que c'est conçu aussi pour de la haute mer? Je ne sais pas si on peut parler de haute mer dans la Manche, mais tout de même, enfin dès qu'on s'éloigne un petit peu des côtes, ça devient un petit peu plus Ah oui, violent. hein, Est-ce que c'est c'est suffisant? la Mais qui Manche, sont... déjà l'eau Ouais, est glacée, donc oui. si juste tu tombes à l'eau, il y a risque de mort immédiat, C'est ce quoi. qu'ils Donc expliquent, c'est mec, il qu'en faut nager, cette hein. saison, quand tu tombes à l'eau, pour quelqu'un en bonne santé, tu tiens à peu près 20 minutes. Donc voilà, tu fais une Titanic assez rapidement, malheureusement, quoi. Et donc au lieu d'une dizaine de personnes, ils transportent souvent 30 ou 40 migrants. Notre record, dit-il, lors d'une intervention il y a 3 semaines, était de 53. Pourquoi pas? Toujours plus, hein. Les passeurs qui n'ont vraiment aucune forme de pitié, aucune forme de race, hein. À bord, les migrants sont entassés dans tous les sens, les pieds dans l'eau et dans le carburant. Ce sont des conditions inimaginables. Souvent, seules les femmes et les enfants ont des gilets de sauvetage et ces bateaux n'ont pas de feu de navigation ni de récepteur radar. Aujourd'hui, c'est calme plat. Alors Le là, vent est en faible. l'occurrence, il y a 3 enfants morts et une femme enceinte parmi les Hmm. victimes, hein. Ouais. Bah, les Donc gilets de faut pas sauvetage ne qu'il y ait les a des pas gilets. sauvés, si tant est qu'ils en aient eu C'est ceux qu'on ça. a retrouvés. Mais on ne voit pas grand chose, il y a de la brume toute la journée, donc sur le point météo, ce qui augmente les risques de collision avec les navires dans le détroit. Become Human, et surtout, vu que les bateaux utilisés par les migrants ne sont pas du tout adaptés et sont surchargés, il peut suffire d'une vague pour les déstabiliser et les faire couler. Ils n'ont pas de rigidité latérale, donc les passeurs assemblent des planches au fond pour les stabiliser, mais lorsqu'ils franchissent une vague, les planches peuvent se déboîter et le bateau se casse en deux, donc avec les conséquences qu'on peut imaginer. Donc justement, après ils parlent de l'hiver, ils disent que euh, parce que la mer est plus formée, que le vent se lève plus rapidement et que l'eau est plus froide. Actuellement, la température de la mer est de 7 à 8 degrés. Et donc, voilà, si vous êtes en très bonne condition physique, même il précise, on tient à peu près 20 minutes. Et donc voilà, c'est quelque chose qu'ils redoutaient. Je les cite toujours. On n'a jamais connu une telle situation. La station SNSM de Boulogne existe depuis 200 ans et elle avait sauvé 5000 personnes au total depuis que les migrants traversent la Manche fin 2018. Nous avons secouru 1500 personnes, c'est totalement inédit. T'imagines, en 200 ans, 5000 personnes, et là, en 3 ans, 1500. Donc, une crise migratoire, effectivement, qui est globalement très très dans le rouge, et sur laquelle la logistique ni officielle, ni officieuse, ni criminelle ne suffit plus à assurer des conditions, je sais même pas décentes, juste un tout petit peu humaines. Et donc voilà, ça produit ce genre de drame. Lisande, je te laisse poursuivre. Moi, je me suis contenté d'un petit rappel des faits, mais j'imagine que tu as beaucoup à dire sur le sujet. Ouais, non, c'est absolument terrible, hein. En plus, de Dit voir même que comment c'est Squid Game. Darmanin tout de suite commence à sortir des chiffres en disant regardez, nous on expulse plus que l'Angleterre et plus que l'Espagne, etc. Comme si ça justifiait quoi que ce soit. Et moi en fait Son concours de but à l'impression que lui, ça me donne, j'imagine. c'est que depuis que Macron est au pouvoir, vraiment la politique envers les migrants, et particulièrement depuis 2018-2019, elle est vraiment abominable, quoi. C'est vraiment un traitement inhumain. Et en fait, il y a vraiment une espèce de
de disjonction absolue entre le discours qu'on entend dans les médias, tu vois, vraiment la dissonance cognitive totale entre ce qu'on entend dans les médias, notamment CNews et voilà tous les mecs d'extrême droite qui s'expriment toute la journée, c'est-à-dire que la France traite extrêmement bien les migrants, il faudrait interdire l'aide médicale d'État, il faudrait interdire ceci, interdire cela, alors qu'on voit bien qu'en fait les conditions de vie des migrants illégaux en France, notamment à Calais, elles sont abominables. La police ne fait absolument rien pour les aider. Au contraire, en fait, ils leur détruisent leurs tentes, ils leur détruisent leurs réserves de nourriture, d'eau, etc. Enfin, ils leur font vraiment vivre l'enfer. Donc, normal qu'ils soient prêts à partir dans des conditions abominables sur des boudins flottants et risquer leur vie. Et du coup, voilà, là, on arrive à une trentaine de morts dans cet événement-là. Ah, Et c'est même il y pas a un quelques rafting leur années truc, quoi. encore, ah ouais, non, c'est rien du tout, mais il y a quelques années encore, ce genre d'événement, ça avait lieu entre la Libye et l'Italie, entre la Libye et la Grèce, entre la Libye et la France. Ces gens-là partaient de Libye, c'est-à-dire un État en perdition absolue, où il y avait voilà, quasiment plus de forces de police légitimes, ou qui étaient dans une forme de guerre civile, de chaos, où les passeurs et les terroristes voilà, peuvent agir en fait librement. Et merci encore une fois à Sarkozy, Hillary Clinton, Obama et David Cameron hein, pour voilà, avoir amené ça en Libye. Et donc c'était voilà, dans la Libye un État vraiment failli. Et je me dis maintenant ça arrive depuis les côtes françaises en fait. C'est-à-dire que la France en fait traite tellement mal les migrants que c'est un Ça peu devient une comme terre d'exil, en fait. Oui, c'est devenu, enfin c'est terrible quoi. C'est vraiment et alors, inhumain. on nous pose la question sur le chat, Voilà. pourquoi ils vont plutôt au Royaume-Uni? Bah alors déjà, oui, c'est le produit aussi du durcissement des mentalités et peu à peu des politiques par rapport au phénomène migratoire. Et vraisemblablement, il serait beaucoup plus facile et rapide de trouver du travail au Royaume-Uni. Donc souvent, c'est une migration économique. Donc les gens viennent chercher du travail et ils savent que ce sera plus facile et plus rapide Ouais, en parce que Angleterre. les conditions d'accueil au Royaume-Uni sont meilleures, mais après, je pense pas que la société anglaise, vu qu'ils ont élu Boris Johnson, etc., soit forcément foncièrement beaucoup moins raciste que la société Oui, française à pourtant, ce Boris niveau-là. Johnson, c'est plutôt un peu la droite là-bas, quoi, mais Ouais. Mais c'est vrai que, tu vois, c'est pas les j'entendais, je crois que travaillistes, mais... c'était chez Usul, je sais plus, enfin, j'ai vu une vidéo où il y avait un Anglais qui disait que ce genre de choses ne pourrait pas arriver en Angleterre, que Zemmour, par exemple, n'existerait pas en Angleterre parce que la société était... J'en suis pas vraiment convaincu, mais après, c'est vrai que Boris Johnson et Zemmour, c'est pas exactement le même discours. Hein. Il Et était peut-être intéressant qu'effectivement, cet la épisode société d'ailleurs. anglaise est plus ouverte, même sur, tu vois, la question du voile, par exemple. Angleterre, enfin, Royaume-Uni, s'en fout quoi. Les femmes peuvent porter le voile, ça ne pose problème à personne. Il n'y a pas ce drama permanent comme en France. Et en fait, la France est le seul pays qui est comme ça, hein, soyons honnêtes. Hein. Ni en Hollande, ni voilà, au Royaume-Uni, ni en Allemagne, n'existe ce genre de débat et ce genre de problème-là comme le voile. Mais voilà, en France, c'est particulièrement dur. Donc c'est vrai qu'il y a une dissonance cognitive vraiment extrême entre un discours que tient Zemmour, tu vois, comme quoi on accueillerait les migrants à tour de bras et qu'on serait particulièrement... il y a des gens qui te disent quand même « j'aimerais avoir les mêmes droits que les migrants qui arrivent en France ». Mais vous vous rendez compte de ce que vous dites quand Pourtant, vous il dites se ça, casse, hein, donc... c'est fou, quoi. C'est vraiment fou. En fait, il y a rien qui est fait pour les migrants en France. Et il y a quelques petites associations qui essayent de faire un travail humain. Il y a quelques Bah personnes si, on fait des qui trucs, on s'engagent, qui éventre font des leur choses. tente, on leur enlève leur Voilà. duvet. Voilà. L'action de l'État français, c'est ça. Après, l'action des Français eux-mêmes, c'est voilà, chacun fait ce qu'il peut. En fait, on a l'exemple de Cédric Héroux qui a accueilli des gens alors que c'était illégal. Il a quand même eu un procès parce qu'il a accueilli des gens chez lui, quoi. Donc Oui, parce voilà on l'État entend en souvent France. dire ça par les gens d'extrême droite. Ouais, si vous aimez tant les migrants, bah vous avez qu'à les accueillir chez vous. Ceux qui C'est le font aussi se prennent des débile procès. que de dire oui, bah faites des dons d'argent autour de vous. Il n'y a pas besoin d'avoir un système d'allocation au niveau national, quoi. C'est faites la Oui, la charité, charité voilà. suffira, ouais. C'est pas comme Ouais. ça que fonctionne une civilisation, en fait, les gens. Ça peut fonctionner Bah, au niveau ça peut, individuel, hein. mais En vrai, ça peut, parce qu'il y a certaines civilisations qui n'ont pas du tout de système de protection, et donc ils sont bien obligés, tu vois, de programmes de santé. Ça, pour le coup, c'est aussi un truc ah, mais c'est un français, pis-aller. l'idée que... voilà. Ah oui, non, évidemment, c'est un pis-aller pour nous, parce qu'on a cette vision-là, mais dans beaucoup de pays, notamment dans beaucoup de pays musulmans, la charité est quelque chose qui est culturel, en fait, et donc qui s'organise de manière totalement différente. C'est-à-dire que si quelqu'un a besoin de soins de santé qui sont extrêmement chers, ben, ses voisins vont organiser une quête et vont aller voir tout le monde, et tout le monde va consentir à donner un petit peu parce que ça fait partie de la religion musulmane et que c'est un geste qu'il faut faire, en fait. Donc, tu vois, culturellement, ça peut s'organiser différemment. En France, en l'occurrence, on s'organise par effectivement la collectivisation, l'impôt, et ensuite on redistribue cet argent-là. Et pour prendre l'exemple, par exemple, de l'aide médicale d'État,
qui est Ouais. souvent cité par Zemmour, etc. Genre, il faudrait Ouais, l'interdire. C'est une absurdité, en fait, parce que laisser des gens malades avec tout un tas de maladies, la gangrène, etc., sur le territoire sans les soigner, c'est juste tirer une balle dans le pied, en fait, mais Mm. au niveau national, pour tout le monde, en fait, pour les gens qui sont En ces temps avec papier et pandémiques, on que sans devrait le papier, hein. comprendre un peu mieux, oui, d'ailleurs. Exactement. Donc, c'est même d'un point de vue rationnel, tu vois, même d'un point de vue vraiment cynique, ça a du sens de soigner les migrants gratuitement, parce que de toute façon, ils n'ont pas d'argent, donc qu'est-ce que tu vas leur faire payer? Et effectivement, maintenant, on est dans une logique, en tout cas dans les grands médias et dans le ton de cette campagne, où effectivement, il faut en permanence enlever les droits, entre guillemets, qu'auraient les migrants en France, Ouais. alors que, bon, Alors, dans la Usul réalité, comme disait tu que dis, on découpe leur tente, le débat des, on les tabasse. le débat chez les Républicains, c'était un concours de finalement qui c'est qui est le plus raciste, quoi. C'était Mhm. donc alors Ah oui, mais comme le débat et ça Darmanin-Le n'a Pen, pas hein, qui toujours avait été le cas. lancé. Justement, il faisait remarquer qu'en 2017, c'était pas du tout comme ça. Il reconnaissait que même la droite, bah, ils étaient pas en mode full droitos, faflande, quoi. Mm. C'était plus le jupéisme, alors qu'aujourd'hui. Ouais, bien sûr, que ce scomorisait. Mm. Alors qu'aujourd'hui, tout ce côté-là s'est fait ravaler par Macron. Et Macron est lui aussi rentré dans la course aux victimes, quoi. Alors il y a non, Sono sur le chat qui te demande d'où tu sors cet exemple de solidarité, qui te demande un peu de précision. C'est-à-dire de solidarité. De pays où traditionnellement il y a plus de solidarité, où on accueille facilement des gens Moi, chez soi. c'est ce que m'ont dit des gens qui viennent de Turquie, par exemple. Qu'en Turquie, s'il y a un problème avec un voisin, ben, tout le monde se mettre ensemble et se connecter. Et c'est un des piliers de l'islam, hein, la charité. Donc, voilà, c'est ça. Et après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas aucun système social, etc. Mais après, vous avez les États-Unis. Aux États-Unis, les gens qui ne peuvent pas payer leurs soins de santé, et c'est l'écrasante majorité des gens, ils font des collectes. C'est pas Tipeee, mais tu vois, l'équivalent, quoi, des collectes Ulule pour payer leur dose d'insuline, parce que l'insuline là-bas ça coûte 500 balles la bouteille. Donc en fait, quand il n'y a pas l'entraide se met en place, comme tu dis, c'est un pis-aller, mais c'est voilà, quand c'est tout ce qui reste, en fait, les gens n'ont pas le choix, tu vois. Aux États-Unis, si t'as pas de sécurité sociale de soins, bah t'as une facture de 100 000 boules à payer et voilà, démerde-toi maintenant. Et c'est ce qu'on appelle la dette médicale. Donc le seul moyen pour ces gens-là, s'ils n'ont pas d'assurance santé, c'est la solidarité, quoi. Et je dis pas que c'est une bonne solution, mais c'est le dernier truc qui reste. Et là, avec les migrants, c'est pareil, en fait. Les migrants n'ont pas, il y a aucun truc de l'État à part les mettre des coups de couteau dans leur tente. Donc c'est la solidarité qui s'organise par des gens qui ont un peu de terrain, les font venir, les font travailler, comme Cédric Héroux, et essaie de les insérer dans la société, leur apprendre la langue française, et parce que en fait, on fait ça avec des bouts de ficelle, parce qu'il n'y a pas autre chose, quoi, en France. Entre voisins, pas avec des étrangers. Pourquoi tu serais forcément plus proche des gens parce qu'ils habitent à côté de chez toi que des gens qui vivent à 10, 100, 1000 km? Je ne sais pas. Mais Un peu d'empathie, hein. Enfin, quand on a quelqu'un qui vient du Kurdistan irakien, qui s'est retrouvé chassé de chez lui par le gouvernement, qui lui ont dit en gros vous vous cassez ou on vous tue, quoi. C'est ce que témoignent des personnes, hein, littéralement. Et que tu arrives en France, ben voilà, moi par empathie, je me dis si j'étais à la place de cette personne, j'espérais que quelqu'un me tende la main ou au moins au minimum me considère comme un être humain, quoi. Voilà. ouais. Je sais pas si ça fait de moi un citoyen charitable, mais je me souviens qu'à l'époque, j'ai accueilli pendant 1 an et demi quelqu'un qui dormait dans sa voiture, qui était d'origine croate. Donc je sais pas si ça vient de suffisamment loin, et que je connaissais vaguement, mais pas plus que ça. Et finalement, qui est devenu un de mes meilleurs potes à l'époque, quoi. Qui m'a même rendu visite plusieurs fois quand j'étais à Bordeaux. Mais bon, par contre, je vous le conseille pas dans un studio de 22 mètres carrés. Hein. On s'est jamais pris la gueule, mais c'était un miracle, et c'est parce qu'il faisait tout pour que ça se passe bien aussi, quoi. À La Réunion, j'ai vécu là-bas. T'as aussi de l'entraide à fond, nous dit Anthony Bianciotto. Je ne sais pas, je prononce peut-être mieux que les prénoms, que les noms sénégalais. On vend des armes et on récupère des migrants, on se demande pourquoi. Oui, c'est vrai qu'on pourrait faire le lien entre les sujets de la revue de presse comme ça, Carnila. Effectivement. Et pourtant, les Yéménites, tu vois, qui sont victimes de cette guerre en Arabie Saoudite dans laquelle la France a une part de complicité. Et dont tout le monde se branle, hein, mais c'est... Voilà, les Yéménites, On en où parle ils vont, les régulièrement. migrants yéménites, hein. Ils viennent pas en France, les migrants yéménites, ils vont à Djibouti. D'accord. Donc voilà, enfin je simplifie, mais il y a une énorme partie des migrants yéménites qui traversent la mer et qui se retrouvent à Djibouti. Donc Djibouti, c'est un des pays les plus pauvres du monde. Donc tu vois ce que je veux dire, ils fuient leur pays qui est en guerre pour aller dans un pays qui clairement n'a même pas les moyens de les accueillir. On les met dans des tentes dans le désert et on leur dit démerdez-vous, et ils ont rien, tu vois. Et c'est vraiment, voilà, ils sont vraiment délaissés totalement. Donc voilà, quand le désespoir
est trop grand, la seule chose qui reste, c'est de fuir. Voilà, c'est tout. Et tu fuis n'importe où, en fait. Je dis ça pour expliquer que c'est pas des migrants qui se disent je vais aller profiter du système social français car il est tellement généreux. C'est des gens qui se retrouvent là parce que. Et quand bien même il y en ils ont- aurait quelques-uns, est-ce qu'il faut généraliser la malveillance à Oui, des c'est clair, centaines quand de bien même. milliers, à des millions de personnes, quoi, Quand bien même, mais je veux dire, la France spécifiquement accueille et reçoit moins de migrants, et en fait, la plupart des migrants qui viennent, c'est parce que c'est un point de passage en fait, et ils veulent traverser la France, ils veulent pas s'y installer et y rester forcément. Donc voilà, il y a cet aspect-là. La France a eu aussi une implication en Irak et en Syrie, donc et en Afghanistan. Donc c'est des responsabilités de notre géopolitique internationale qui sont quand même réelles. On peut pas les balayer en disant ah non, qu'ils aillent ailleurs. Hein. C'est des gens qui viennent de trop loin. D'abord, occupons-nous de nos SDF français, alors qu'en fait, on s'en bat les couilles de nos SDF français. C'est ça le pire. C'est que, Oui. évidemment, il faut s'occuper des SDF français. Mais quand vous dites cette phrase-là, enfin, les gens qui prononcent cette phrase-là, en fait, ils n'en ont rien à foutre des SDF français. Ça qui est assez fascinant. C'est surtout Donc, une façon de occupons-nous dire, plus tant qu'il y en aura, on prend personne, et comme il y en aura toujours, on prendra jamais personne. Donc, Oui, c'est ça. Et puis aujourd'hui, il faut dire, en fait, si on fait un geste envers ces migrants qui arrivent, que voilà, il y a le minimum qui est fait, qu'on leur sert un repas chaud et qu'on leur propose un toit, ah bah forcément, il y en a des centaines de milliers qui vont accourir, qui vont venir directement. Donc tu vois, c'est ce truc genre, on n'a pas le droit d'être généreux parce que, enfin généreux, d'être humain, moi je dirais, parce que ça risque d'en amener d'autres. Donc il faut les traiter comme des animaux, bah, encore certains animaux qu'on respecte plus, quoi, mais vraiment, il faut les traiter comme des sous-humains pour ne pas donner envie aux autres de venir. Moi, cette logique-là, je la trouve à force, vraiment L214, ils immonde. vont Voilà. ouvrir une branche migrants, vu comment ils sont traités, effectivement. Hein. Alors, vous avez un journaliste photographe sur Twitter dont le nom ne revient plus, mais je vous mettrai le lien parce que lui, il fait un super travail et il est tout le temps à Calais, voilà, avec les migrants et ses témoignages sont vraiment, vraiment édifiants. Et voilà, en fait, c'est quelqu'un qui est à leur contact au quotidien, donc il est pas dans le, comment dire, dans le fantasme, quoi. Hein. Il est vraiment sur le terrain, il est sur place et il voit bien la situation terrible que c'est. Putain, je ne me souviens plus de son nom, par contre. Ça m'énerve. C'est Je moche vais le qu'il le retrouver. dise. Quelqu'un l'a Surtout peut-être que dans le chat, d'ailleurs. économiquement, les migrants et réfugiés ont un impact au moins neutre et positif dans la plupart des cas. Effectivement, moi j'ai lu plusieurs papiers, plusieurs enquêtes, plusieurs études sur le sujet qui se recoupaient. Mais à chaque fois que tu dis ça à quelqu'un qui est vraiment contre l'immigration, en fait, il dit juste ces chiffres sont faux, ils sont manipulés, mais sans jamais faire la démonstration que ces chiffres sont faux et manipulés. Mais bon. Oui, merci Bélial, c'est Louis Witter, effectivement. Je sais pas si d'autres l'avaient, mais voilà, je vous mets le lien de son Twitter. Où il poste beaucoup de photos et voilà, il fait beaucoup de témoignages sur tout ça. Et si vous vous intéressez vraiment à la question, parce qu'aujourd'hui c'est devenu une question quand même centrale, ben allez voir au moins des gens qui sont sur place, quoi, et qui savent de quoi ils parlent. Et après, vous ferez votre propre avis, quoi. Effectivement, je pense que c'est tout ce qu'on avait à dire sur ce sujet pour le moment, mais on y reviendra probablement. J'en ferai sûrement une capsule, donc merci YouTube de l'avoir suivi, et abonnez-vous aussi à la chaîne de Lisandre, juste ici, Calivision. Je mettrai un petit lien sur ta tête, tu peux dire au revoir aux gens. C'est un au revoir. C'est un au revoir plus sobre que celui de Giscard à l'époque. Au revoir.